Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Je reçois aujourd'hui dans Métamorphose un financier conscient, cofondateur chez Quadia Impact Finance d'un fonds d'investissement à impact positif qui soutient l'économie régénératrice et un membre fondateur de Slow Money francophone. Ancien banquier court-termiste sur les marchés financiers, il est aujourd'hui une passerelle entre deux mondes qui se côtoient peu. Il se passionne pour cette économie circulaire pleine de sens qui peut nourrir un modèle harmonieux et soutenable pour tous. Nous allons parler d'une finance à impact positif pour soutenir l'économie régénératrice. Je suis ravie d'accueillir Aymeric Young. Bonjour Aymeric. Bonjour Anne, merci pour ta proposition. Oui, alors une question qu'on te pose certainement souvent, est-ce que tu es un parent de Carl Jung et parce que tu t'intéresses aussi à la conscience, je pose directement cette question. Alors non, pas du tout. Je suis devenu suisse pourtant au cours de ces 10 dernières années. Mais non, je ne suis pas sa famille, mais je pense que mon parcours peut-être prochainement pourra me donner une certaine filiation. Ouais, ou une légitimité en tout cas. Je n'irai pas jusque-là. À porter sa parole peut-être. J'essayerai. Alors revenons un peu sur ton parcours depuis la faillite de Lehman Brothers où tu travaillais en 2008. Comment as-tu pris conscience de la dérive des marchés financiers et as-tu évolué vers la vision d'une finance plus solidaire, durable et consciente justement? Et comment est-ce qu'on passe de cette vision court-termiste, spéculative, même matérialiste on peut dire, vers une finance qui rend au lieu de prendre? C'est une phrase que tu aimes bien dire. Alors la première réponse rapide, c'est on ne fait pas ça tout seul, on fait ça par des rencontres, bien sûr, et des échanges. Mais plus globalement, le parcours qui est peut-être intéressant par rapport à beaucoup d'autres personnes que tu as interviewées, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de conscience ou de crise personnelle ou de maladie qui m'ont donné envie de changer. J'ai changé tout simplement dans l'activité de mon métier, oui. Qui était en salle de marché, l'ingénierie financière, donc l'idée de trouver des solutions à des problèmes de risque, de rentabilité, d'investissement. Et en 2007, il y a eu une crise alimentaire et un certain nombre de fonds d'investissement sont venus voir mon équipe pour un peu voir comment on devait et comment on pouvait nourrir une population qui augmente avec des ressources naturelles de plus en plus sous pression. Et d'une réponse quantitative que donnaient les marchés financiers, investir et acheter des terres agricoles et produire beaucoup et souvent en monoculture et avec des OGM, j'ai commencé à m'intéresser à autre chose, donc me dire que la solution peut-être n'était pas aussi simple, linéaire et quantitative. Et un certain parcours de rencontres m'ont amené vers des solutions qui venaient par le système local de nourriture, par l'agroécologie, par la défense de la biodiversité. Et à partir de là, on sort de sa salle de marché, on part des écrans pour se diriger vers le vivant. Et tout un nombre de parcours me montrent que investir, c'est peut-être pas être derrière un modèle, mais investir pour construire l'avenir. Donc cette finance court terme, qui cherche juste une maximisation financière à court terme, un chiffre derrière un papier ou un compte bancaire, on peut s'apercevoir qu'au lieu d'être un problème et vu comme un problème, elle peut apporter des solutions. Tu sentais au fond de toi qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond à ce moment-là? Alors j'ai senti au fond de moi avant qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, parce que quelque chose que tu ne connais pas, c'est que j'avais déjà quitté la finance classique de marché entre 2005 et 2007. D'accord. J'étais au Crédit Suisse à Londres, à la City à l'époque, toujours en finance de marché, et je trouvais que justement on était allé totalement dans la démesure, dans le risque ne se payait plus, l'argent coulait à flot, et je pensais que ça allait s'effondrer. Je suis parti en 2005. Et ça s'est pas du tout effondré. Mes petits camarades me rappelaient en me disant mais qu'est-ce que tu fais, on a des très bonnes années, la banque marche encore très bien. Et le paradoxe, c'est un peu d'autodérision. Je suis revenu en 2007 en me disant je me suis trompé, et je suis revenu en 2007 chez Lehman Brothers, là où un an après la crise financière a été déclenchée. Oui, qui reste aujourd'hui encore un symbole de cet effondrement.
Le 15 septembre 2008, le lundi matin, j'allais à mon bureau quand le monde, en effet, s'effondrait, le monde financier s'effondrait. Alors, on va voir quand même dans ce podcast que beaucoup de gens diabolisent la finance et l'argent, alors qu'en fait, l'argent, c'est une énergie, tout le monde en a besoin, et en fait, l'argent peut avoir un impact positif. Alors, venons directement au cœur du sujet. Toi, tu parles beaucoup d'impact positif et de cette finance et de cet argent qui investit dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, régénératrice, symbiotique, permaculturelle. Je fais un peu la litanie des mots parce que c'est important de savoir si tout ça ce sont des synonymes. Résiliente, la bioéconomie, l'économie bleue. Est-ce que ce sont bien des synonymes d'abord ? Alors, il y a un peu plus de 10 ans, c'était surtout des mots sans beaucoup d'actes derrière et des concepts là où beaucoup de personnes n'y comprenaient pas grand-chose. Un peu de greenwashing, certainement aussi. Non, je pense que le greenwashing vient plus de personnes qui restent dans leur modèle classique et essayent de mettre justement un petit peu de vert et de faire croire qu'ils vont changer le système, alors qu'ils modifient un petit peu à la marge. Alors que tous ces concepts économiques que tu viens d'évoquer sont justement pour nous amener vers un nouveau paradigme. Donc, moi, la clé de mon existence ces 12 dernières années et de ces nouveaux concepts économiques, c'est de ne pas apporter une solution technique, mais de vraiment aller au-delà, au-delà de l'investissement, au-delà de l'économie, comprendre ce qui nous relie. Et moi, ma clé, c'est aujourd'hui, est-ce que dans mon quotidien, est-ce que dans ma vie de tous les jours, je souhaite faire partie du problème ou contribuer aux solutions. Et justement, la finance en 2008 était montrée du doigt. C'est les mouvements d'Occupy Wall Street, c'est les mouvements où on considère que la finance privatise les gains et socialise les pertes. Les gouvernements doivent éponger les pertes des banques et des grandes entreprises. Et en fait, on s'aperçoit déjà en 2007, c'est un balbutiement, mais il y a la philanthropie qui commence à vouloir devenir un petit peu plus active, à rendre des comptes finalement, et la philanthropie en 2007 dérive vers ce qu'on appelle l'impact investing, c'est-à-dire comment on va investir, bien sûr en cherchant une performance financière, mais en permettant la création d'un impact social et environnemental. Donc, il faut donner un cadre à cet impact investing ou une raison d'être. Et les concepts que tu viens de dire en termes d'économie sont justement des économies qui ne prennent pas juste un point A pour aller à un point B, mais qui prennent ensemble tout un aspect de facteurs sociaux environnementaux, donc qui apportent une solution conceptuelle, une mise en action plutôt qu'une solution technique. D'accord. Alors, donc sinon, je n'ai pas vraiment répondu à ta question. Toutes se recoupent et toutes ont un point commun qu'elles cherchent des interconnexions. D'accord. Donc on parle quand même grosso modo de la même chose, du même impact final, d'un impact positif. On parle d'une économie qui nous permettra de vivre en harmonie entre humains avec la planète et prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Alors quels sont les principes de base de cette fameuse économie qu'on va appeler entre nous régénératrice ou circulaire ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces bases et ces fondements, puisque toi, la société pour laquelle tu travailles et le fonds dans lequel tu es, investit justement dans ces entreprises-là ? Alors, on a appelé ce fonds d'investissement Régénéraux justement pour mettre en place les principes de l'économie régénératrice. Donc, c'est instaurer une dynamique. C'est aujourd'hui se dire que, par définition, un écosystème est durable. Si on ne touche pas à une forêt, si on ne touche pas à un milieu marin, la coopération parmi ces éléments, la diversité de ces éléments font que ils arrivent à être en harmonie. Ce qui n'est pas le cas d'une économie linéaire qui, depuis 200 ans, extrait, transforme, produit et ensuite va gaspiller et transformer de la pollution. Aujourd'hui, cette pollution est devenue tellement visible qu'elle en est insupportable. Donc les principes de l'économie régénératrice, c'est regrouper certaines notions que tu viens de mettre en avant et de se dire comment aujourd'hui dans notre modèle économique on peut réinventer notre chaîne de valeur, chaque entrepreneur réinvente son secteur et il va regarder comment dans son entreprise il peut mettre en place plus de local, plus de collaboratif, plus de circulaire, du fonctionnel, donc la vente du service au lieu du produit matériel, et tout ça en étant bio-inspiré, c'est-à-dire en parlant de interconnexion et de coopération. Et le but, c'est un mot maintenant qui depuis la crise sanitaire que nous vivons revient, c'est comment créer de la résilience et comment
voir non pas un business model, mais un écosystème au sein de son entreprise, nous permet d'apporter plus d'autonomie, plus de résilience. La clé maintenant, ça va être de démontrer que cette autonomie, cette résilience, ce collaboratif, ce circulaire, se transforme aussi, bien sûr, dans un cadre économique, en rentabilité. Quand on est une entreprise et qu'on se lance là-dedans, est-ce qu'il y a des labels, des guidelines? Comment est-ce qu'on peut finalement s'engager dans cette voie? C'est pas forcément évident. Alors, avant tout, que ce soit dans la finance, dans l'entrepreneuriat, je crois qu'il faut avoir une vision. J'irai pas jusqu'à dire se positionner sur une mission, quoique, mais c'est la meilleure façon d'avancer. Aucun label ne permettra à un entrepreneur ou à un investisseur de se réveiller en se disant qu'il va changer le monde. Une phrase qu'on m'a communiquée que j'aime beaucoup, c'est quand on parle d'investissement, et qu'on est un fonds d'investissement, donc sur le terrain et qu'on peut vraiment changer les choses. Lorsqu'on investit, on met une priorité aux allocations de ressources que ne font plus les marchés financiers. Aucun entrepreneur se réveille le matin en se disant qu'est-ce qu'il va donner comme rentabilité ou comme TRI à son investisseur. Il est motivé par la conduite d'une entreprise. Si cette entreprise apporte une solution, c'est encore plus motivant. Donc oui, il y a des labels peut-être pour donner une direction, mais l'essence même, elle reste bien dans l'implication, le mode de gouvernance et d'organisation de l'entreprise et comment l'entrepreneur, avec ses investisseurs, avec ses parties prenantes, en amont, en aval de la chaîne de valeur, a envie de faire les choses différemment. Cela dit, il y a encore certainement beaucoup de chefs d'entreprise qui se lèvent le matin, les yeux rivés sur le PNL en disant comment je vais pouvoir maximiser mes profits avant tout. Alors, avec la crise que nous sommes en train de vivre, qui est une crise sanitaire, qui s'est transformée en crise de l'offre et qui va se transformer en crise de la demande, avec beaucoup de faillites et des personnes qui perdent ou qui ont perdu ou qui vont perdre leur emploi, je pense que être figé sur en effet la maximisation financière, c'est vraiment l'inverse de la résilience, c'est être sur une règle ou un bout de bois très dur et on appuie d'un côté et il va casser. Donc je crois au contraire que l'entrepreneur qui reste dans ce schéma va disparaître. J'aime bien donner comme exemple Kodak qui a subi une disruption technologique et qui s'est effondré. Aujourd'hui, on est sur un vrai changement, en tout cas de comportement d'un certain nombre de consommateurs. Donc on parle de disruption sociale et environnementale. On est face à de vrais problèmes environnementaux de changement climatique qui transforment notre économie. Si les entrepreneurs qui sont encore sur un modèle un peu plus ancien ne s'adaptent pas, un grand nombre disparaîtront. Oui. Toi, tu dis que c'est important de faire croître l'impact positif et que réduire l'impact négatif ne suffit plus aujourd'hui. Est-ce que tu peux développer un peu ce point ? Alors, et prendre des exemples concrets. Oui, bien sûr. Il y a deux postures qui sont pas contradictoires puisque le travail de Quadia ou le travail de la finance, on va dire durable ou éthique, c'est de réussir à trouver un point de convergence. Tu parlais de passerelle en introduction, c'est ça qui est le plus important. Moi, je crois que la définition de l'impact investing, plus que celle que j'ai donnée, qui est académique au départ, c'est comment réconcilier le court terme avec le long terme. Donc le principal, c'est de voir comment on s'inscrit dans une dynamique positive. Donc les exemples, c'est tout simplement une entreprise qui apporte des solutions. Je vais donner quelques exemples. La ruche qui dit oui, qui à un moment donné s'aperçoit que un producteur se retrouve entre soit il peut vendre directement à la ferme à un prix correct, soit il va être un peu massacré entre le marteau et l'enclume par la grande surface ou le grossiste. La ruche qui dit oui a donné la possibilité au producteur de fixer son prix dans un réseau complémentaire. D'ailleurs, on s'est rencontrés via la ruche qui dit oui. Ouais, c'est vrai. Je pense à un autre exemple d'entreprise qui invente un nouveau métier qui est Renewal Workshop, qui dans le textile, qui est un secteur et une entreprise extrêmement destructrice en eau, en machines, en matières premières pour créer cette fast fashion et ces vêtements qu'on ne garde pas. Eux se disent on va pas recycler, se contenter de dire ah ben on recycle, regardez c'est très bien. Eux vont vous dire on va réparer.
on récupère le vêtement, les invendus, le renvoi par Internet du consommateur qui a pas pris la bonne taille ou qui n'aime plus le produit, on le répare et on le remet en vente. Donc la grande différence, c'est les grandes entreprises qui façonnent le monde depuis ces 30 dernières années comprennent qu'il y a un changement, qu'il y a une régulation, qu'il y a des taxes qui vont pénaliser, donc ils réduisent leur impact négatif. Mais ils restent dans le même modèle linéaire qui détruit, ils vont juste réduire. Est-ce qu'on a le temps de réduire? Est-ce qu'il faut pas plutôt au contraire réinventer? Et dans ce cas-là, nous on va plutôt se privilégier des entreprises qui apportent un produit et un service qui créent un impact positif, qui vont se substituer à un produit négatif. Un des meilleurs exemples aujourd'hui et terriblement d'actualité, c'est comment on remplace le plastique. Oui. C'est pas en recyclant le plastique. Recycler, c'est de nouveau de l'énergie du transport. Et si on arrive à trouver un contenant ou à réutiliser, on a créé un impact positif parce qu'on n'utilise plus de plastique. Oui, le meilleur déchet restant celui qui n'existe pas. Oui. Et j'espère ne pas être trop long, mais un complément important, c'est de cette économie régénératrice. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on doit la créer, chacun individuellement, en se sentant impliqué dans le changement par sa consommation, parce qu'elle n'existe pas. La seule réalité où elle existe, c'est l'agriculture. C'est qu'on peut produire une richesse, un bien agricole qui va être consommé, tout en régénérant le sol, en créant de la vie autour de soi, en captant du carbone et en développant la biodiversité. Aujourd'hui, une entreprise qui crée un téléphone, une voiture électrique ou même une connexion sociale, elle reste dans de la consommation de matière. Oui. Donc, il faut la créer pour être certain qu'on reste dans les limites d'une planète ou d'une planète qui est capable de se régénérer, donc qui va supporter nos besoins économiques et non plus nos envies pour pouvoir se régénérer. Aujourd'hui, on vit comme si on avait 1,7 planètes, effectivement. L'urgence est là. Tu étais là tu le rappelais à l'instant. La question que je me pose, c'est plus facile, j'ai l'impression, pour des startups d'être disruptifs, d'inventer des nouveaux modèles. Et l'exemple que tu as donné avec La Ruche qui dit oui, Pool House, etc. Même les coteaux nantais qui finalement étaient disruptives en fait dès le départ. Quid des grandes entreprises? Comment est-ce qu'elles peuvent, et je sais qu'on en a parlé, c'est des discussions qu'on a tous les deux aussi hors antenne, comment est-ce que des grosses boîtes peuvent d'un seul coup innover et se rendre compte de cette urgence alors que souvent elles sont focus que sur le profit, le cours de bourse, etc. C'est pas forcément évident. Alors il y a un parallèle qu'on peut faire au niveau technologique. Des très grandes entreprises technologiques souvent achètent des startups, soit parce qu'elles voient quelque chose qui leur échappe et donc elles se l'approprient, soit pour mettre le brevet ou la startup dans un tiroir et surtout le détruire. Bien sûr, si on parle d'économie régénératrice ou de vision à long terme, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Maintenant, je ne suis pas de ceux qui souhaitent un effondrement et que les multinationales ou que toutes les entreprises disparaissent et que un nouveau monde émerge des cendres de l'ancien. Je suis pour la convergence. Donc je crois que, et c'est le rôle de l'impact investing, c'est apporter du capital de croissance, faire que ces startups, mais pas que, aussi des entreprises qui ont un modèle et qui sont restés peut-être assez mineurs ou sur une niche, et aujourd'hui le consommateur qui accepte de payer un prix lorsqu'il sait ce qu'il y a derrière le prix, c'est bien sûr le commerce équitable, mais mieux que ça, c'est pas de pollution ou des notions sociales derrière le produit, en B2C comme en B2B, c'est de se dire où est-ce qu'on va trouver la convergence et comment elles peuvent travailler ensemble. Donc c'est pas La Ruche qui dit oui contre Carrefour. C'est peut-être Carrefour qui peut du coup s'intéresser et voir comment La Ruche qui dit oui a mis un réseau complémentaire avec ses producteurs, et le jour où ils travaillent ensemble, c'est là où je pense qu'on est sur une vraie, non pas transition, parce que transition ça serait un peu réduire à la marge et du greenwashing, mais transformation écologique. On pourra de nouveau allier économie et écologie, et donc quand ces grandes entreprises travaillent avec des plus petites qui arrivent à émerger et à montrer un autre modèle, là on aura réussi sans passer par la case Moyen-Âge ou guerre ou destruction. Alors justement, on parlait de croissance à l'instant, décroissance versus croissance verte. C'est pas toujours évident d'y voir clair sur ce qui est souhaitable et ce qui est souhaitable ou ce qui est maintenant peut-être même incontournable, voire indispensable. Alors le développement durable et la croissance verte. Alors quand je parle de croissance verte, je parle d'une économie qui parfois est aussi critiquée par un certain nombre d'écolos en disant finalement les voitures électriques sont aussi très polluantes, le recyclage des batteries, etc., etc.
Alors, les panneaux solaires. On est totalement en phase. Lorsqu'on parle de croissance verte, ce n'est pas. Je vais réutiliser cette phrase que j'utilise régulièrement, la phrase de Francis Blanche: mieux vaut penser le changement que changer le pansement. La croissance verte, elle change le pansement. Elle va nous mettre peut-être un peu moins de plastique sur une bouteille ou une batterie électrique, mais ça reste une utilisation individuelle d'une voiture de 1500 tonnes à 2000 tonnes pour un quart d'heure le matin, une demi-heure le soir, si on a évité les embouteillages le matin. Donc, on n'a pas vraiment changé de modèle. Donc, sauf si on opte pour des petites voitures électriques. Des petites voitures électriques partagées, collectives. Donc, la base de ce que j'essaye de faire, ou de la passerelle, ou du message à faire passer, c'est que justement, on n'a plus le temps. On est un petit peu dans l'urgence. Et donc, tu parlais de création d'impact positif. C'est pas la croissance verte. C'est uniquement faire augmenter, faire prendre plus de place sur la chaîne de valeur d'un secteur économique, l'entreprise ou le processus de fabrication qui a un impact positif et pas réduire l'impact négatif. Toi, tu as le sentiment, qui fréquente ces milieux, que ça change quand même assez rapidement en ce moment par rapport à il y a 10 ans, que ça y est, il y a une prise de conscience. Tu dis souvent que les grandes entreprises, elles ont intérêt à voir comme un risque même de ne pas aller vers une économie régénératrice pour elles. Alors, il y a parce que les consommateurs réclament. Il y a 10 ans, il y a 12 ans, en effet, on était une toute petite minorité à parler de cela. Moi-même, je regardais les personnes que j'ai rencontrées à cette époque comme des extraterrestres, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. Donc, les grandes entreprises ou tous les acteurs économiques et même les politiques qui ont souvent un temps de retard commencent à s'y intéresser. Donc c'est fondamental de trouver que la dynamique est nouvelle. Et puis là-dessus, je vais juste pas botter en touche, mais citer quelqu'un qui était très impliqué dans l'impact à l'époque, qui est Victor Hugo, qui disait tout simplement: il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Donc actuellement, on sait que des tendances nouvelles existent dans le comportement, dans la consommation, dans l'attente des consommateurs, mais aussi dans l'attente de ses collaborateurs. On ne peut plus diriger une entreprise de façon patriarcale. Donc tout cela, c'est une dynamique qui est mineure. Quelques personnes la perçoivent, pas beaucoup. Il faut considérer que cette dynamique est en marche et il va falloir y répondre très rapidement. Est-ce que la tendance aujourd'hui des entreprises à mission est vraiment une voie d'avenir, c'est-à-dire que mettre plus de conscience dans l'entreprise, qui était presque, comme tu le disais, il y a 10 ans, un gros mot. On avait l'impression de parler de spiritualité et que la secte, je caricature, essayait de rentrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus de ces entreprises qui, aujourd'hui, ont une responsabilité envers toutes les parties prenantes au niveau social, sociétal, environnemental et financier. Alors, pareil, sur toutes ces entreprises, il faut comprendre celles qui l'ont vraiment dans leur proposition de valeur, dans leur business model qu'on souhaite transformer en écosystème, et celles pour lesquelles c'est juste des cases à cocher parce qu'une certaine régulation ou une certaine demande le pousse. Donc c'est là où je pense que le mot spiritualité doit pas être un gros mot ou paraître distinct ou séparé de notre quotidien économique, financier, politique, social, puisque la spiritualité, selon moi, c'est vraiment un ressenti, une connexion au-delà de soi et de l'instant présent, et une interconnexion aux autres et à sa relation avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus évident lorsqu'on parle d'interconnexion que de parler d'entreprise? Un autre mot pour définir une entreprise est une société. Donc, le code juridique, souvent, qui actuellement ne considère l'entreprise ou les actionnaires que comme la maximisation d'un profit financier, doit totalement changer. Sinon, on n'aura pas l'adhésion d'une population qui est dans la confrontation. Donc l'impact investing, la finance éthique ou la spiritualité, c'est aussi de se dire qu'on doit être dans la consultation, dans la concertation et pas dans la confrontation. Et ça, je crois aujourd'hui que c'est extrêmement important pour que ce soit pas une posture mais une action, que la politique a raté ce changement. Depuis un certain nombre de temps, on est sur une politique. Alors on a atteint la démocratie, c'est très bien, mais on est sur du 51% qui dicte aux 49 autres pourcents. On est dans la confrontation. On va forcément expliquer que tout ce qui a été fait avant est mal et on détruit le reste. Combat, en fait, toujours.
Donc je n'ai aucune attente des politiques sur les changements. Je crois que le changement et la construction du monde que l'on souhaite doit venir par l'entreprise, et une entreprise qui comprendra qu'elle doit être cohérente et qu'elle ne doit pas, et que nous-mêmes en tant qu'individus, on ne va pas travailler et consommer en dehors de son être, de son essence et de son sens. C'est pas de 8h à 17h, j'ai une certaine vie et ensuite j'ai une autre vie. Et le confinement peut-être a accéléré cette perception. C'est que dans ma consommation, dans mes investissements, tous les jours, je participe à un système qui ne me plaît pas, ou je participe à la création d'un nouveau paradigme. Donc c'est vraiment se poser cette question, et donc on touche aussi à des notions de conscience de soi, de développement personnel. C'est peut-être là où on rejoint à nouveau Jung dans cette idée qu'on peut pas changer les choses s'il n'y a pas un changement intérieur. Est-ce que ça c'est important? Est-ce que tu le ressens dans les entrepreneurs, toi, que tu rencontres? Alors oui, les plus beaux entrepreneurs et les plus belles réussites d'entreprise, c'est celles qui partent d'une page blanche et qui réinventent tout. Mais maintenant, tu as l'impression que c'est des gens qui ont cheminé à titre individuel pour en arriver là? Oui, parce que tu parlais de Jung, l'autre, bien sûr. On est dans une réciprocité, c'est que le collectif influence l'individuel et l'individuel influence le collectif. Je crois pas à l'homme-providence. L'histoire, c'est plutôt Brodel, et c'est une continuité. Ce sont des tendances, des énergies qui se matérialisent, qui se connectent, qui convergent à un moment donné. Et l'époque que nous sommes en train de vivre me fait penser à une autre époque qui est la Renaissance. Et j'aime bien dire que le Moyen-Âge a eu la Renaissance. Est-ce que le capitalisme peut avoir la régénérescence? Et la Renaissance, c'est pas juste une renaissance artistique. La Renaissance, ça a été un certain humanisme, donc prendre conscience de l'humain et de la connaissance. Ça a été bien sûr une perception différente du monde, d'autres possibilités de communication. La Renaissance a suivi, a été concomitante avec l'imprimerie, de nouveaux échanges commerciaux, le protestantisme. On peut revenir à Weber qui parlait de l'éthique du protestantisme et de l'esprit du capitalisme. Ensuite, ça a mené aux Lumières, Montesquieu, l'esprit des lois. Donc tout ce développement qui a mené à une certaine société, peut-être qu'on est à bout aujourd'hui et qu'il faut voir où sont les prémices, les racines de la prochaine étape. Et la prochaine étape, je pense qu'elle reste essentiellement économique, puisque le politique a un peu raté ce passage. Et réconcilier économie et écologie, c'est nous tous les jours qui pouvons le faire en allant au-delà de son quotidien. Bien sûr. Toi, tu te poses cette question de comment apporter plus de conscience dans ce changement de paradigme. Je sais que tu es très proche, par exemple, de la Fondation Lunt ou de Guibert Delmarmol, qui a aussi à Louvain, il y a des travaux qui sont faits sur ces sujets-là. C'est plus maintenant complètement hors sol. Au contraire, c'est vraiment incarner ce One Life dont tu parlais. Il y a des philosophes américains, je pense à Ken Wilber ou à Andrew Cohen, qui parlent vraiment être un, pouvoir réunir finalement qui on est à l'intérieur, et de plus avoir ces deux masques, le masque business et ce masque. Et tu dis aussi, on va d'un business model, on arrête de parler de business model pour aller vers l'écosystème. Tout ça, ça se rejoint, Émeric Jung? Alors ça se rejoint, mais on est très très peu nombreux à penser cela. Beaucoup considèrent que c'est encore des illuminés ou des personnes qui ont des problèmes et qui se rattachent à autre chose. Je ne le crois pas. Je crois que c'est la meilleure façon d'avancer et de prendre un peu de hauteur et de porter un discours différent. Ça se ressent aujourd'hui beaucoup dans les modes de gouvernance, quand on parle d'entreprises libérées, quand on parle justement de concertation et de consultation. Dolacratie. Dolacratie, bien sûr. Je crois qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un de se sentir inutile. Donc si on arrive à comprendre que une activité économique, c'est pas de 8h à 18h ou de 8h à 22h pour d'autres, mais qu'on fait partie d'un tout, d'un ensemble, qu'on va être dans la co-création. Là, on a changé de dimension, on a changé de périmètre, et on va de l'avant. Et là-dessus,
on peut faire des passerelles permanentes avec le passé et l'avenir. Et j'ai envie à nouveau de citer quelqu'un d'autre qui est Keynes, puisqu'on en reparle aujourd'hui sur ces plans de relance, comment on va relancer l'économie. Et là, il disait justement que la difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Et dans tout ce que tu viens d'exprimer, ça a été le cas pour certains courants de pensée qui sont des minorités au départ, considérées comme des sectes, mais qui ont perçu quelque chose qui n'existe pas pour beaucoup d'autres et qui montre la voie. Je vais donner un exemple rapide si on a le temps. Bien sûr. On a 5 sens. Imaginons que finalement on n'a que 4 sens et l'ouïe n'existe pas et qu'en tant qu'humain on n'a pas l'ouïe. Tout d'un coup, une machine ou un changement fait qu'on se met à entendre et à écouter. Est-ce que parce qu'on n'avait pas l'ouïe, le bruit du vent dans les arbres, le bruit des animaux, le bruit de la nature, les chutes d'eau n'existaient pas avant qu'on puisse les percevoir? Bien sûr qu'elles existaient, sauf qu'on n'avait pas l'outil pour les percevoir. Et je crois qu'aujourd'hui on est dans ce cadre-là où un certain nombre perçoivent des changements environnementaux, sociaux qui sont urgents, que d'autres ne voient pas, et donc il faut les transmettre. Et on les transmet dans l'activité économique et j'espère politique. Donc c'est vraiment se dire qu'aujourd'hui, moi je préfère me concentrer et essayer d'anticiper ce que je ne perçois pas encore, plutôt que de m'attrister sur ce que je vois au quotidien. Et puis ce qu'on pense être parfois peut-être le hasard, en fait ne l'est pas, et tout simplement une synchronicité, là on revient encore à Jung, et qui finalement nous donne une direction et que parfois notre mental, notre cerveau rationnel ne veut pas voir. Alors, quand tu parles de ce qui n'existe pas, je me rappelle, je me souviens de d'un de tes derniers podcasts où on expliquait que le temps n'existait pas, avec Philippe Guillemant, et l'espace n'existait pas. Ouais. Pas évident à comprendre cela quand on veut se repositionner ou aller vers une certaine métamorphose. Moi, ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, c'est que l'argent n'existe pas. Il n'existe plus depuis la fin du système de Bretton Woods qui rendait le dollar, qui était la monnaie internationale convertible en or. Ça s'est terminé dans les années 70. Donc l'argent n'existe pas aujourd'hui. Donc le principal, c'est de se dire que cet argent qu'on va créer, comment on le crée pour mettre en place un nouveau cercle vertueux et pas un cercle vicieux d'endettement, de crise inflationniste qui nous a amené au pire avant la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment savoir comment on peut éviter la catastrophe écologique avec le changement climatique, éviter cet effondrement, et grâce à toute cette dette qui est distribuée en ce moment, la transformer en valeur créatrice, en fonds propres et pas en dette apportée sur des générations, et trouver cette harmonie collective qui va nous permettre l'équilibre, ce fameux écosystème. Penser écosystème, penser nature, c'est de savoir que par définition c'est à l'équilibre. Donc oui, il faut trouver une nouvelle direction, un nouveau récit et une nouvelle spiritualité. Et ce qui est fondamental quand on dit que le hasard n'existe pas, moi, ce dont je m'aperçois depuis donc un peu plus d'une dizaine d'années où je me suis intéressé à autre chose, c'est que le hasard n'existe pas pour ceux qui marchent sur le même chemin. On se rencontre, les connexions se font et on va se mettre à travailler ensemble. Alors, il faut pas être sur un rond-point et tourner en rond, mais vraiment être sur un chemin et trouver la direction. Et ce qui est fondamental, est-ce que c'est le fruit du hasard? Je vais donner un exemple très clair puisque nous sommes en 2020. Après la COP 21, ont été fixés les objectifs de développement durable 2030. Donc, les Nations Unies ont mis en place 17 objectifs pour rediriger l'économie vers une économie moins destructrice. Il y a 10 ans, on vivait cette crise terrible, 2008-2011, crise financière. Aujourd'hui, on vit une crise sanitaire qui va avoir de multiples conséquences. Et finalement, on nous explique que dans 10 ans, on va avoir ces objectifs de 2030. Moi, je n'y crois pas. Je crois que on ne les aura pas atteints en 2030, mais on aura pu, en tout cas, mettre une nouvelle dynamique bien plus féconde. Et en fait, si on va un peu plus loin, en 1972, il y a le Club de Rome, il y a qui nous dit que on est dans une économie qui consomme beaucoup trop de matière et qu'on va aller vers l'effondrement. Et l'effondrement, toutes les boucles qui s'effondrent d'hypercroissance ont été diagnostiquées et on est sur ce rythme en 2030 aussi. Donc je ne pense pas que les personnes qui avaient mis en place les objectifs de 2030 pensaient à cela.
Sinon, ça serait pas le hasard, mais un inconscient collectif. Et on se retrouve aujourd'hui avec 2030 dans l'axe, et c'est juste 10 ans, ceux qui prévoyaient l'effondrement pour 2030 et ceux qui nous disent non, on va mettre en place ces objectifs de développement durable pour que 2030 soit parfait. Donc, il y a, à mon avis, de l'inconscient autour de cette date 2030. Oui. Et le pacte vert et le Green Deal européen parlent de 2030, effectivement, comme tu le disais, et aussi de 2050. Ça paraît quand même vachement loin, 2050. Alors ça, je crois que c'est pour ça que je te dirais que je veux faire partie de la solution et pas du problème, et être moi-même un acteur, parce que 2050, je serai beaucoup trop vieux. Donc ça ne m'intéresse pas, et c'est bien ce que je peux faire aujourd'hui et maintenant qui me passionne. Et ces signes, on les voit depuis un certain nombre d'années. Je me réfère souvent à la famille Kennedy. En 1968, Robert Kennedy disait déjà que le GDP, le produit national brut, mesurait tout sauf ce qui faisait que la vie valait la peine d'être vécue. Et plus de 50 ans après, on reparle de la triple économie, donc ne pas juste voir le GDP ou la croissance, mais de voir d'autres fondamentaux qu'on doit mettre comme reporting et comme analyse dans notre système économique. Son frère, bien sûr, à son discours d'investiture, demandait à chacun de s'impliquer. Donc moi, j'ai envie de transformer un petit peu cette fameuse citation et de vous dire aujourd'hui, ne vous demandez pas ce que l'économie peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'économie, pour votre économie. Donc voilà, le politique pourra peut-être prendre le relais. Le Green Deal, en effet, est dans la bonne direction et reprend cette phrase de créer une économie qui est capable de rendre plus qu'elle ne prend. Maintenant, comment ça sera mis en place, je ne le sais pas, mais se dire que entrepreneur, investisseur, consommateur, acteur de sa vie, citoyen, on est connecté aux autres, notre relation aux autres, notre relation à l'économie, notre relation au quotidien. Allons-y sans aucune peur. Et si finalement ces fameuses législations européennes que beaucoup montrent du doigt comme étant un cauchemar ou que tout est décidé par l'Europe, si elles peuvent nous donner le coup de pouce, l'incitation pour changer de direction, je le vois d'un très bon œil. Et maintenant, la prochaine étape, puisque tout ce dont on vient de parler était très étrange pour beaucoup de personnes il y a 10 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. La prochaine étape, c'est non plus de savoir ce qu'on finance, donc un impact positif, mais de savoir comment on le finance. Donc, je crois que la grande question sur le Green Deal européen, c'est le Green Deal européen pour repartir, de repartir et sortir de la crise que nous sommes en train de vivre. Moi, ma grande question maintenant, ça va être comment on repart, mais après, comment on va répartir. Cette richesse a un impact positif si on arrive à la créer, si on crée ce nouveau paradigme économique, comment ce n'est pas juste des dividendes ou un profit financier ou en tant que fonds d'investissement, juste une fameuse exit avec un très haut taux de rendement, mais comment on arrive à faire que toutes les parties prenantes vont participer à cette création de richesse. Donc, ce qu'on appelle passer de la shareholder value à la stakeholder value, comprendre qu'une entreprise, un individu, c'est une chaîne de valeur et que il faut aller vers une économie plus équitable, plus juste et en tout cas économe en matières premières. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Est-ce que les parties prenantes aujourd'hui sont-elles conscientes de cette envie de travailler ensemble ? J'ai l'impression parfois que chacun est un peu en silo dans son coin. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait peut-être une réflexion commune sur ces sujets-là, des différentes parties prenantes ? Je crois que ça y est, la réflexion commune, elle existe. Maintenant, ça va être la motivation, l'envie de le faire, peut-être la conviction. Alors, est-ce que la conviction vient de l'envie ou d'autres qui se disent qu'on peut pas faire autrement parce qu'il y aura une taxe ou des sanctions ? Je ne le crois pas. J'aime répéter que je préfère donner envie plutôt que convaincre. Bien sûr. Merci pour cette belle conclusion. Et j'aimerais aussi en conclusion, puisque ton homonyme Young, qui n'est pourtant pas de ta famille et en tout cas mort depuis bien longtemps maintenant, continue à nous inspirer. Tu as lu son livre cette nuit aussi pour t'inspirer pour cet entretien et j'aimerais que tu nous en lises quelques phrases, s'il te plaît, Aymeric. Je l'avais lu en fait pour la première fois cet hiver et là j'ai retrouvé un passage ce matin qui me semble lumineux par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je vais vous le lire.
Comme tout changement doit commencer quelque part, c'est l'individu isolé qui en aura l'intuition et le réalisera. Ce changement ne peut germer que dans l'individu et ce peut être dans n'importe lequel d'entre nous. Personne ne peut se permettre d'attendre, en regardant autour de soi, que quelqu'un d'autre vienne accomplir ce qu'il ne veut pas faire. Malheureusement, il semble qu'aucun de nous ne sache quoi faire. Peut-être vaudrait-il la peine que chacun s'interroge en se demandant si son inconscient ne saurait pas quelque chose qui pourrait nous être utile à tous. Parfait. Alors son inconscient, ça peut être bien sûr sa connexion et son âme. Oui, tout à fait. Merci infiniment, Emeric Jung. Peut-être cette phrase aussi de Jung que tu aimes bien citer, qui est « Malgré l'orgueilleuse prétention que nous avons de dominer la nature, nous sommes encore ses victimes parce que nous n'avons pas encore appris à nous dominer nous-mêmes. » Merci infiniment. Alors, on peut te retrouver sur le site, évidemment, du fonds d'investissement Quadia, Impact Positif dont on a beaucoup parlé, quadia.ch, mais aussi sur ton blog, sur le site bilan.ch. On te trouve comme auteur Emeric Jung, ou écouter ton TEDx Dijon, qui date maintenant de 2018, mais qui est encore, évidemment, d'actualité. Merci, Emeric. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.